Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve toujours avec William. Salut William. Salut François. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Aujourd'hui on parle... Oui ça va bien, pardon. Ouais. Merci. Aujourd'hui on parle de photographie et ça fait plaisir parce que t'es souvent un peu délaissé William. Souvent. Tout seul dans ton coin Ouais. et on reçoit beaucoup de vidéastes, etc. Donc aujourd'hui on a la chance de recevoir Johan. Salut Johan. Salut. Comment ça va ? Mais très bien, et toi ? Et vous ? Ouais, ça va bien. Ouais. C'est trop cool que tu sois là avec nous. C'est vraiment un grand honneur de t'avoir parce que je vais te laisser te présenter, mais t'es quand même un très très bon photographe de notre région. Donc c'était aussi important pour nous de te mettre en avant et de partager ce podcast avec toi. Merci Donc beaucoup. voilà. Tu peux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ouais, volontiers. Bon, déjà, je commencerai par dire que je suis aussi un peu vidéaste de base. Voilà. Donc en fait, on est dans un d'accord. truc Voilà, un mais peu ça c'est une hybride. question qui venait après, Johan. Désolé. Donc voilà, je m'appelle Yohan Nieto, j'ai 28 ans, je viens de Vevey, je suis né à Vevey. Je suis espagnol de base 100%, donc je viens de Vevey, mais je suis pas suisse. Mais Vevey, c'est ma ville de cœur, voilà, c'est où je suis né. Et puis, aujourd'hui, je suis photographe. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie. Bon, je pense que vous me poserez la question après, mais. Non mais Mais vas-y, c'est vrai que vas-y, dis balance. maintenant, t'as commencé. Ok. Non, mais je vais avoir l'air con parce que par rapport à toi qui a fait vraiment des trucs super étranges, moi c'est toujours dans la même ligne quand même. Tu vois. Genre j'ai fait la Racom à l'époque, Ouais. donc concepteur en multimédia. Donc au début je voulais être web designer. Ok. J'étais ouais. trop chaud là-dedans, j'avais bossé un temps là-dedans, je faisais beaucoup de sites, c'était hyper cool. Après je me suis dit non, je vais faire de la vidéo, c'est hyper cool la vidéo, je kiffais trop tout le côté un peu gadget et tout. J'ai fait de la vidéo quand même en tant qu'indépendant pendant 6 ans. 6 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, quand ok. même, ouais. Bah, de 2017, en fait, j'arrête pas, mais je fais moins de vidéos maintenant, mais tu vois, ça fait vraiment jusqu'en début 2023, je le faisais encore. Ouais. Donc, du coup, ça fait de 2017 à maintenant, plus encore, je le faisais un peu pendant les études. Ouais. Et puis, la photo, j'en fais depuis 10 ans. Comme beaucoup de monde un peu à côté au début juste pour les vacances, après tu commences à t'intéresser, après je voulais faire tous les trucs ultra techniques, tu vois, genre de l'astrophotographie, toutes ces conneries, Ouais. et puis au final j'ai fini par détester ça. Non, mais bien sûr. Non, tout ce qui était trop technique c'était trop mais j'ai commencé à faire beaucoup de photos de rue et aux alentours de 2020, et puis c'est ça qui m'a vraiment drivé parce que je trouvais ça trop cool, l'aspect humain, etc. Et ouais, je suis vraiment tombé un peu dans tout ça, comme beaucoup de monde avec tout ce qui est de la photo de presse. Moi, c'est le gros truc qui me faisait kiffer à l'époque. Voilà, tous les grands photographes de presse reconnus qui poussent les gens. Enfin, en tout cas, moi, perso, c'était ça. Quoi. Ouais, c'est cool d'entendre ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression aussi, qui kiffent ça. Et surtout qu'il a fait un move inverse de beaucoup de photographes. Oui, on me le dit souvent. Partent à la vidéo, en fait. Ah ouais. Quand même. Ce qui est cool parce que du coup, tu as une finesse dans le métier de photographe qui, je pense, est appréciable en vidéo. On en parlait hier soir d'ailleurs avec François. L'inverse est hyper intéressant. Parce qu'en complètement. fait, ouais. Mais pourquoi cette décision-là après, je pense bien que c'est pas une décision définitive en mode je vais plus jamais faire de vidéo, mais non, tout à est-ce fait. que c'est parce que dans la photo, tu arrives mieux à exprimer ton potentiel Ouais. En fait, il y a eu plusieurs facteurs. Bon, déjà, c'est clairement pas un choix logique. Parce qu'en fait, pourquoi beaucoup de photographes finissent par faire de la vidéo ? Parce que la vidéo, il y a du taf, ça paye mieux, il y a plus de taf surtout. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes dans la vidéo et c'est beaucoup plus logique de faire l'inverse. Ouais. Surtout quand tu viens de l'image fixe, tu vois, après tu développes. Oui. Moi, mon choix, c'est un choix de cœur, quoi. C'est, je sais pas, non mais. Et il parle bien quand il voilà, mais on en vient au fin fond de cette histoire. La photographie, c'est tellement plus beau. Mais c'est vrai. Hein. Je suis un peu insupportable, mais non mais c'est vrai. Enfin, c'est. J'en rêvais, je me suis dit un jour il va falloir que je choisisse, tu vois, soit je suis vraiment le truc qui me fait rêver et c'est quand même la photographie et ma voix en tant que photographe, soit je fais de la vidéo et ça paye bien et c'est cool et je peux me faire des cools salaires, mais au final ça commençait un peu à me saouler au bout d'un moment. Après, de nouveau, je suis pas fermé, hein. Moi je sais que toi tu te définis comme réal aussi. Et je trouve qu'être réal, c'est cool. Moi, c'est un truc qui m'a toujours plu. D'ailleurs, dans les dernières années, je faisais surtout de la réal. Et ça, je suis méga chaud à le faire. Mais pour l'instant, j'ai envie de développer cet aspect en tant que photographe. Et surtout, moi, ce qui me fait rêver, c'est de faire des projets de livres, d'éditions, bosser, de faire des expos avec d'autres artistes, de développer ça, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui me fait rêver aujourd'hui. Et peut-être que dans 10 ans, j'aurais trop envie de faire des films, tu vois. Mais là, tu dis que je me définis comme réal. En réalité, c'est mon poste actuel, mais je me définis comme rien du tout.
Ok. Comme un saltimbanque. Oui, désolé, c'était pas la bonne. Non, mais tu vois ce que je veux ouais, dire? Non, mais en ouais. fait, c'est où je veux en venir, c'est que aussi, des fois, il y a cette pression, et puis on en parlait dans un autre podcast, où justement, tu te dis, je dois choisir ce que je veux faire. Tout à fait. Mais en fait, je pense que si tu veux, on en parlait d'ailleurs avec Elsa, où elle, tu vois, elle est photographe, mais elle est pas passionnée par la photo, elle est passionnée par la beauté, et du coup, le meilleur élément pour elle de montrer cette beauté, c'est par la photographie, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est aussi pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, des fois, il faut aussi enlever cette pression de, bah voilà, toi, tu as décidé maintenant de partir plus dans la photo, mais ça veut pas dire que tu te mets l'étiquette, je suis photographe jusqu'à 65 ans, et puis voilà, tu vois. Non, c'est ça, c'est que... Non, mais surtout que c'est hyper fluide aujourd'hui, Ouais, tu vois. exactement. Tu peux faire plein de trucs. Ouais. Et puis en plus, la photographie, c'est l'art fluide par excellence. C'est-à-dire que genre, je prends par exemple Sophie Calle, qui est une artiste méga connue, que sûrement tu connais, enfin que sûrement vous connaissez. Cette meuf, ses projets, ils arrivent souvent quand elle fait des activités qui n'ont rien à voir avec la photo. Par exemple, un de ses projets méga connus, c'est quand en fait, alors j'ai peur de dire des conneries, mais en tout cas, c'était dans des hôtels. En fait, elle travaillait, si je me trompe pas, elle travaillait, donc elle nettoyait les hôtels. Puis du coup, pendant qu'elle nettoyait les hôtels, elle utilisait le fait qu'elle rentrait dans l'intimité des gens pour photographier des centaines de chambres d'hôtels pour photographier voilà, les habitudes des gens, comment ils vivaient. C'est trop bien. Et ça donnait un projet spécifique. Et en fait, la photo. Moi, c'est intéressant parce que c'est ma copine qui m'a dit ça. Du coup, je fais un petit Marie-Lou Dumotouk, du coup, qui est ma copine. Voilà la petite dédicace. Petite dédicace, qui est photographe aussi, du coup. Voilà. Ok. Elle m'a dit une phrase que je trouve hyper intéressante. Elle m'a dit, quand j'ai choisi la photo quand j'avais 16 ans, je me suis dit, en fait, ce qui est trop cool avec la photo, c'est qu'en fait, je vais pouvoir la faire de 1 milliard de manières différentes, à peu près partout dans le monde. Ouais. Et en fait, c'est toujours adaptable. Tu peux toujours adapter ça à des choses. C'est ouf. C'est ouf. Peut-être la vidéo. Oui, je pense que la vidéo, ça reste. Le truc avec la vidéo, c'est que ça demande plus de matos, peut-être plus cher. Ça demande des fois des équipes. Si tu veux faire des choses, ça dépend. On peut parler de vlog, on peut parler. Tu vois, il y a plein de manières différentes de faire. Tout ce qu'on fait là, c'est de la vidéo aussi. Donc voilà, il y a plein de manières différentes de produire. Mais après, tout dépend aussi comment. Tu sais, j'ai l'impression que je défends la vidéo. Tu sais, non, c'est une guerre. il faut que tu le fasses. Non, mais en fait, c'est aussi tout dépend comment tu vois la vidéo. Enfin, comme tu sais, il y a des gens, ils se disent pour faire de la vidéo, je vais avoir besoin d'une équipe de 30 personnes, d'avoir ce matériel-là, tourner comme ça, il faut que tout soit lisse et tout ça. Mais on en discutait hier. Pour moi, les meilleurs vidéastes, les meilleurs tous les mecs dans la vidéo, les meilleurs, c'est des photographes à la base. Parce que tu as ce souci de l'image, de la composition, de tout ça, que je trouve hyper intéressant. Et puis ça, tu peux le faire, mais avec une caméra à poil. Tu vois, tu le fais avec ton iPhone. Hein. Voilà, c'est ça. Tu peux déjà faire des trucs de ouf si tu as cette sensibilité-là. Souvent, dans la vidéo, on voit beaucoup de techniciens qui se mettent à la vidéo parce que finalement, le mouvement arrive à corriger les erreurs. Complètement. Tu vois, la photo, tu as le droit à 0 erreur. Tu vois. Complètement. Tu prends ta photo, les gens, ils vont voir la photo comme ça. Et puis ça, c'est aussi intéressant des fois quand on taffe ensemble avec François, quand on regarde des travaux que des clients nous envoient mais qu'on n'a pas forcément fait nous. François, il a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il fait des arrêts sur image en fait dans les vidéos pour regarder les cadrages en fait qui ont été réalisés. Et c'est là que tu te rends compte aussi que le mouvement te sauve le cul beaucoup en vidéo parce que des fois, tu as des cadrages, franchement, tu t'arrêtes, tu as des prods qui sont magnifiques en vidéo, tu t'arrêtes sur les plans et tu es là, en fait, c'est cool parce que ça bouge et que le montage est bien fait, mais les plans en soi sont pas dingues. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec ton point de vue. Genre, je suis d'accord, moi je pense que après, c'est bizarre parce que moi, j'ai plein d'exemples qui viendraient potentiellement contredire ce que tu dis. Mais vas-y, avec des gars avec qui j'ai bossé. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord. Je pense qu'un bon vidéaste, c'est un bon photographe de base. Ou plutôt, un bon photographe serait un bon vidéaste parce que, t'as toute cette culture, t'as tout cet apprentissage sur les plans, sur comment tu composes une image, pourquoi tu le fais comme ça, t'apprends à analyser, Donc, c'est normal que, genre, si t'es photographe de base, tu peux après devenir un meilleur vidéaste. Vidéaste, c'est un mot hyper fourre-tout, mais on pourrait dire un meilleur réal. Parce que je pense par exemple pour être chef-op, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un CFC de photographe. Je parle de CFC, mais d'avoir une formation de photographe à la base ou d'être photographe parce que moi par exemple, un gars avec qui je bossais beaucoup, avec qui j'avais ma boîte à l'époque, qui s'appelle Benjamin Régis, lui il est chef-op dans la région, il est assez reconnu pour ça. Et moi je trouve qu'il a un œil aussi, tout simplement. Voilà, il a un œil même s'il n'est pas photographe. Mais en tant que chef-op, si tu es balèze au niveau technique et tout, t'as pas besoin. Donc c'est un milieu aujourd'hui on dit le vidéaste, mais en fait genre à la base c'est éclaté, c'est 1000 métiers différents, tu vois. Aujourd'hui t'es vidéaste, tu fais tout, moi c'est un des trucs qui m'a un peu ça m'a pas découragé, mais je crois que j'en ai eu un peu marre. C'est tu fais un projet, à chaque nouveau projet tu recommences tout le temps tu recommences, tu dois choisir des musiques, tu dois faire du sound design, tu dois faire de l'After Effects, tu dois faire de la vidéo, tu dois faire des titrages, tu dois faire du design. Enfin, d'un côté c'est hyper cool,
Et d'un côté, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, tu vois. Parce que j'avais l'impression que j'allais au fond dans rien. J'avais l'impression que... Après, j'aurais pu me dire, genre, vas-y, je fais que de la réal et genre, je paye plein de personnes pour le faire, mais en même temps, j'étais pas à ce point-là dans ma vie à ce moment-là et c'était pas encore un truc qui me chauffait. Et peut-être que dans le futur, si je recommence la vidéo, ce sera plutôt dans quelque chose comme ça, tu vois. Je pense. Est-ce que du coup, maintenant que tu es plus axé sur la photographie, est-ce qu'il y a des choses de ton passé, par exemple dans la vidéo, qui jouent un rôle maintenant dans ta photographie? En fait, est-ce qu'il y a des choses que tu as pris de la vidéo pour de la photographie? C'est un peu bizarre comme question, mais est-ce qu'il y a des choses, des inspirations, des trucs, tu vois, qui te servent, en fait, qui te servent? Est-ce qu'il y a des choses de ton passé qui te servent pour la photographie maintenant? Je pense que la vision du mouvement, c'est un truc quand même qui aide. Voilà, dans le projet Adios Sahara, il y a beaucoup de mouvements, spécialement au niveau du vent, du sable, etc. Il y a un côté un peu cinématographique qui ressort des fois. Donc ça a quand même un... Je pense quand même que le fait de travailler dans la vidéo et dans le mouvement, disons, ça permet d'avoir une autre vision. Souvent, vous savez, on rigole souvent, il y a souvent des gens qui disent genre « Putain, ça c'est une vidéo qui a été faite par un photographe, ça se voit, il y a tout qui est hyper... c'est que des plans fixes, tu vois. Tu vois le truc. Donc il faut trouver un juste milieu aussi. Un photographe doit apprendre à utiliser le mouvement. Bien sûr. Et des fois, je trouve que pour le coup, les vidéastes, c'est genre... insupportable, ils font que du mouvement, c'est brutal, c'est vraiment genre allez que je fais des petits mouvements tout le temps, là je montre une tasse, allez je fais un petit mouvement, c'est insupportable tu vois aussi, mais bon bref, et il y a un juste milieu à avoir et je pense que dans le passage, je pense que c'est un peu le côté un peu cinématographique ou de manière de construire les images ou d'inclure le mouvement naturel, le vent, les choses comme ça, dans ce projet spécifiquement je pense que ça sera ça. Après un autre truc important dans le projet, c'est que le projet il est construit avec un scénar, le livre est construit avec un scénario. J'ai voulu mener comme un scénar, je l'ai construit comme un scénar de film. Trop bien. C'est pur. Trop bien. Ok, tu vas nous parler de ça maintenant. Ouais, enfin, dans le sens, ça reste. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est que moi, ce que j'adore par rapport à la photo, c'est que pour moi, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Alex Sott, mais ce qui est le plus proche de la poésie, enfin, en gros, la poésie, c'est ce qui est le plus proche de la photographie parce que ce qui est donné autour de l'image te permet de t'imaginer toi-même ce qui se passe dans l'image et d'imaginer plus largement. La poésie, c'est la même chose. La poésie, tu as quelques lignes souvent. Après, tu as l'espace d'imaginer et de penser. Et cet imaginaire, il est incroyable, tu vois. Et à la fois, j'adore ça et à la fois, dans ce projet, j'avais vraiment envie d'être un peu comme un réal et d'amener une histoire, tu vois. Donc, c'est un combat un peu constant entre tu as envie de laisser la poésie et les gens un peu chercher ce qu'ils veulent dedans. Et en même temps, tu as quand même envie d'avoir la main dessus et de mener les gens vers où tu veux, tu vois. Ouais. Donc, ça, cool. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. On vous dit n'a plus rien à dire, non. Non, mais c'est trop bien ce que tu dis. J'adore un peu ce concept. Bah, du coup, tu as un peu parlé de Adios Sahara. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi? Ouais. Alors, Adios Sahara, c'est un projet qui est né en 2021. J'ai fait un voyage au Maroc avec un pote. Sac à dos, zéro thune. Enfin, vraiment, le but, c'était de voyager route au possible. Parce que en fait, mon pote était un peu dans le même délire que moi, mais moi, j'avais lu beaucoup de livres de Nicolas Bouvier à l'époque. Et j'étais amoureux de ce mec. Il est trop bon, ce gars. Et c'est un truc de ouf. J'adore, du coup, spécialement son livre le plus important qui est oh là là, moi les noms toujours. Je vais pas pouvoir t'aider là-dessus, c'est pire chez moi. Mais c'est le plus connu. C'est pas l'essence du monde, mais c'est un truc comme ça. Bon, bref. C'est le livre en fait où il raconte son voyage dans les années entre 50 et 60, je crois, juste après la guerre. Il raconte son voyage en fait où il est parti de Suisse avec une vieille caisse. Et puis en fait il a fini au Japon en fait, mais du coup à la base il a été jusqu'en Afghanistan, puis c'est un voyage qui dure à la voyage jusqu'en Afghanistan ça dure 6 mois, après il passe 6 mois coincé au Sri Lanka, je crois si je me trompe bien parce qu'il tombe malade puis du coup il délire non-stop et après il finit par 6 mois au Japon où il essaye de gagner sa vie pour revenir. C'est un peu ça quoi le truc. Et du coup c'est ultra route, ça c'est incroyable. Le livre est incroyable si jamais non, c'est pas grave. Et du coup, moi, j'avais trop envie de faire ça, tu vois, j'avais trop envie, je me disais, mais est-ce que le monde, il est encore explorable comme à l'époque? Obviously, tu vois, c'est sûr que non, mais t'as quand même envie d'aller chercher un peu. On avait un peu ce truc avec mon pote, on voulait vraiment visiter de la manière la moins touristique possible, chercher vraiment l'authentique au possible. Du coup, on voulait voyager pauvrement, si je peux me permettre, parce que c'est quand même un des meilleurs moyens, tu vois. Au final, c'est là où t'es avec les gens, etc. Bien sûr. Le Maroc est quand même un pays assez pauvre, hein, on va pas se mentir. Les gens, tu voyages un peu en dehors des grandes villes, c'est un peu brutal. Bref, ça c'est un peu pour la situation. T'as posé le contexte, c'est très bien. Et il y avait quand même un truc, tu vois, moi qui me faisait fantasmer, parce que moi j'ai pas mal voyagé, j'ai voyagé en
voilà, au Japon, en Corée, pas mal dans les pays, disons, d'Asie du sud, du nord-est, pardon. Ouais. Et sinon, j'ai pas mal voyagé en Europe. Et du coup, moi, je me disais, bah vas-y, un truc que j'ai jamais vu, c'est le biome naturel du désert, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai trop envie de voir ce que c'est, tu vois. Le biome, j'adore. Ouais, le biome. Je sais pas. Ça se trouve, c'est une connerie parce que je suis pas toujours très doué avec les mots. Mais un biome, c'est pour ceux qui ont un background un peu jeu vidéo comme ça. C'est parfait. C'est clair, Minecraft. Voilà. Donc, t'allais dans le biome désert. Voilà. Et j'avais ce fantasme et je me disais, bah vas-y, le désert, en fait, ça peut pas être faux, tu vois. Parce que, genre, c'est énorme et c'est inhospitalier. Et forcément, je savais qu'il y avait des mecs avec des quads, mais je me disais, ça peut pas être faux, tu vois. Et du coup, on a été dans un endroit qui est assez connu qui s'appelle Merzouga. Et du coup, c'était juste après le Covid, donc il y avait 0 touristes. Il y avait quand même quelques touristes sur place, mais voilà. Et genre, on a fait 3 jours, tu vois, de trek avec un seul guide où on était que les deux. Et genre, on dormait par terre, dans le sable. D'ailleurs, j'ai une histoire très rigolote à vous raconter si vous voulez par rapport à ça. Je pense qu'il pourrait être fun pour le. Vas-y. Donc, une nuit, on dormait par terre. Et en fait, une nuit, je me suis fait réveiller par des coyotes. Mais je me fous pas. C'était pas des coyotes, c'était un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Et je les entendais en fait, du coup, bouffer des trucs à côté parce qu'il y avait, on dormait pas loin de berbères en fait qui avaient quelques moutons. Et en fait, du coup, j'entends les trucs un peu grogner et passer, mais je pense à 5 mètres de moi, tu vois. Donc moi, pas à l'aise, je suis par terre, tu vois. Le coup bien, voilà, si tu veux me bouffer. Mais tu vois, non mais sur le moment, je me suis dit, moi, j'étais pire calme parce que déjà, je vivais un truc de ouf, tu vois. Et je me disais, si le guide il dit rien, c'est que c'est bon, tu vois. S'il nous dit, il y a pas de danger. Et ou qu'il est déjà mort. Ou qu'il est déjà mort. Et tout d'un coup, j'entends genre les chèvres gueuler et genre les gens, franchement ça doit être 4h du mat, les gens qui sortent et qui gueulent et qui commencent à donner des coups de balai et tout, et genre en fait effectivement leurs animaux avaient été attaqués par c'est pas des coyotes mais c'est un truc comme ça quoi. Et je me suis rendormi alors que j'entendais le truc à 5 mètres de moi, mais parce qu'en fait je sais pas, je me sentais trop bien, j'étais en mode mais il peut rien m'arriver, c'est pas grave, ils attaquent pas les gens quoi. Je sais pas, j'étais un peu cinglé je crois, j'avais trop pris la chaleur parce qu'il faisait 50 degrés à cette période. Non bon bref, et bref, et du coup tu vois, dans un premier temps je suis sorti de ce désert et je me suis dit putain trop ouf l'expérience, tu vois. Et après, en revenant sur la route et en revoyant un peu toutes ces scènes hyper authentiques et surtout la pauvreté qui est hyper... Parce qu'après, on a suivi un tracé qui n'était pas du tout touristique pour revenir sur nos pas. Je me suis dit, mais en fait, on s'est un peu foutu de ma gueule quand même. Parce que, ok, c'est stylé, mais... En fait, quand tu regardes, les dunes de Merzouga, c'est des dunes de désert, donc des dunes de sable. Bah en fait, c'est genre minuscule. Il y a une image à la fin de mon livre qui montre c'est pas une photo que j'ai prise, bien sûr, c'est du coup une image satellite, mais qui montre la taille des dunes, de ce que ça fait, c'est quelques kilomètres carrés. Et genre, c'est qu'à quelques endroits uniquement du désert que c'est comme ça, tu vois. Sinon, ça n'a rien à voir. Donc c'est un endroit assez hyper rêvé, tu vois. Un peu selon l'imaginaire. Moi, je dis souvent que c'est un peu l'inconscient collectif occidental, tu sais, on a un peu cette vision. Et puis, au même temps, bah, tout ce qu'on a vécu, bah, moi je me rappelle, tu vois, on part et le guide il nous dit au revoir, puis il part en caisse, tu sais, puis toi t'es un peu là genre mais t'étais avec des chameaux avant, enfin il y a un peu tout un truc genre quand tu finis le voyage, il y a un peu tout qui se brise comme un miroir, tu sais, qui est brisé, et puis tu te rappelles que tout est, voilà, que tout est, c'est un peu, moi j'utilise le terme Disneyland un peu, t'as un peu un côté, tu fais une attraction, tu vois. Et du coup, bah, quand je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, j'avais beaucoup d'images qui étaient beaucoup plus brutes du pays, parce que moi je faisais beaucoup de photos de rue, quoi. Et je me suis dit, mais vas-y, il y a un truc à faire, tu vois. Moi, je trouve ça intéressant. Il y a un truc à montrer un peu dans cette dissonance. Et en plus, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez d'actualité. Mais la question de comment on voyage les jeunes aujourd'hui, comment Instagram ou les réseaux sociaux de manière générale ont un effet. Enfin, c'est quasi. Il y a plein de jeunes qui voyagent que pour ça, tu vois. Les lieux Instagrammables, les lieux touristiques qui montrent, que tu peux montrer, etc. Puis du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un miroir entre les deux et je vais montrer et je vais essayer de c'est pas une critique mais en tout cas de questionner là-dessus quoi, entre cette manière de voyager et comment on voit, est-ce que c'est aussi encore possible de voyager un peu comme Nicolas Bouvier aujourd'hui, tu vois. C'est beau. C'est un peu ça, c'est beau. Pourquoi Adios Sahara? Alors il y a plusieurs raisons. Vous voulez toutes les raisons? On aimerait toutes les raisons. Tu nous fais un listing s'il te plaît. Alors comme vous savez, la première raison c'est que moi je suis vidéaste à la base et en tant que photographe j'ai mis énormément de temps à m'assumer. Je me suis toujours dit, en plus moi je suis vraiment, j'ai plein d'artistes que j'adore, tu vois, dans la photographie, que vraiment genre jamais genre si un jour je peux me comparer à eux je serais hyper heureux, tu vois, mais pour l'instant c'est impossible. Je me dis genre ces mecs ils sont, et du coup je me suis toujours baissé, tu sais, je me suis dit genre non, je peux pas sortir de projet, je suis pas encore au niveau, je peux pas. Et en fait, Adios Sahara, c'est un peu une manière pour moi déjà. Bon, adios, ça vient de l'espagnol qui veut dire au revoir, et Sahara, c'est le Sahara. Donc, déjà, c'est une manière pour moi de dire adieu un peu à ce truc qui m'empêchait de produire, tu sais. Adieu un peu à tout ce truc, c'est mon premier projet. Et je dis adieu un peu à ce truc qui m'empêchait d'aller de l'avant et de produire des choses. Donc ça, c'est une lecture qui est très personnelle, très très personnelle. Ouais, sinon, la lecture plus simple, Adios Sahara, c'est le fait de dire au revoir au mirage que j'ai vécu, tu sais. Genre, je suis parti du désert et je me suis dit adios, tu vois. Genre, je me tire, c'est pas vrai, c'est faux, j'ai envie de voir ce qui est vrai, tu vois. Donc ça, c'est un peu plus pour le projet en lui-même. Et après, un autre point sur Adios Sahara qui est assez important, c'est parce que c'est une référence à Népal
que je pense que peut-être Bien que beaucoup de sûr. personnes ont reconnu. Bien sûr. Avec Adios Bahamas, qui est son album posthume et qui est pour moi une de mes références les plus grandes dans la musique, mais même artistique en fait. Ça, pas un jour passe sans que j'écoute sa musique. Ça a vraiment, voilà, on pourra en parler plus après si vous voulez, mais aujourd'hui, c'est vraiment en train un peu de sculpter la personne que je suis, tu vois, peu à peu. C'est là où je vais chercher, c'est les valeurs, je m'y retrouve, la manière de voir les choses, c'est vraiment hyper important. Et du coup, c'est aussi prégnant dans le projet, en fait, parce que la manière dont j'ai photographié et le fait que je sois parti sans thune, que je me sois dit, ok, je vais photographier l'authentique, etc., c'était très lié aussi à sa vision à lui, en fait. C'est intéressant. Est-ce que de mixer comme ça deux arts différents t'augmente ta photographie ou t'inspire ou va te donner un peu une direction de base déjà? Ouais, quand tu parlais de Népal. En fait, je pense, c'est comme je disais avant, hein, le cousin le plus proche de la photographie, c'est la poésie, mais en fait, il faut aller chercher ses rêves dans d'autres choses que le milieu dans lequel on officie ou on travaille. C'est hyper important dans le milieu artistique, c'est ça qui va alimenter. Et moi, Népal a fait... bien sûr que j'ai des rêves de photographe sur ce projet, ça va de soi, mais Népal, c'est le fond du truc. Je sais pas comment dire, c'est le son, c'est le truc qui est venu un peu soutenir tout le projet et donner ses bases. Et je sais pas quoi dire de plus, c'est juste... ça fait partie de l'ADN, en fait. Mais je trouve je trouve trop cool tout le processus de ce projet, de la base déjà, quand tu dis que tu l'as un peu fait en mode script, en mode un peu comme si c'était une réal d'un film, mais finalement c'est un livre. Je kiffe trop ça, le fait aussi que il est soutenu par un musicien, enfin un artiste, musicien, par de la musique quoi. Je trouve ça dingue. Quand tu faisais ces photos là-bas, est-ce que tu t'écoutais justement la musique en même temps? Ouais, bien sûr. Ouais, t'écoutais Népal? Pas au même temps, parce que moi je photographie jamais avec de la musique. Ok. Mais et puis surtout là, tu viens en voyage. Moi en voyage, j'écoute quasi jamais de la musique parce que le but c'est de s'imprégner. Mais dans les moments, dans les moments où tu souffles. Et surtout avant ce voyage, j'ai beaucoup écouté Népal. Mais comme je dis, en fait, le truc c'est que tu vois, genre chaque année il y a le top Spotify. Chaque année, Népal il est au top. Pourquoi? Parce que c'est ma consommation journalière. L'album du coup Adios Bahamas, c'est spécialement quelques musiques là-dedans, dont Daruma qui est une des plus connues. C'est des musiques qui sont hyper importantes que j'écoute constamment parce que je saurais pas pourquoi dire. Qu'est-ce qui te touche en toi là-dedans? Qu'est-ce qui Alors, j'ai pas le mot exact, mais attendez, je suis pas toujours très bon. Je suis espagnol, je tiens à raconter. Dis-le en espagnol. Tu vois, quand tu dis que t'es humble, ça, on dit, c'est ta... En fait, c'est le fait de comment il était méga humble qui me marque, en fait. L'humilité, voilà, merci. C'est l'humilité et c'est... Moi, j'adore un de ces titres qui s'appelle Rien de spécial, où en gros, il n'arrête pas de dire t'as rien de spécial, etc. Et ce que j'adore avec Népal, c'est qu'en fait, il prenait le contre-pied complet de tout ce qui se faisait dans le rap à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font comme lui, mais bon, voilà. En cachant son visage, en ne se montrant pas, en disant il n'y a rien de spécial, Mazik a rien de spécial, mon travail, il dit souvent aussi j'ai un avenir à rencontrer, donc je reste calme en concert. Donc le truc, c'est de cette humilité d'aller de l'avant et de bosser sur tes projets. Ça veut pas dire humilité ne veut pas dire ne pas se donner les moyens, tu vois. Bien sûr. Mais de bosser sur tes projets, mais de rester humble et de te rappeler que chaque nouveau projet est un projet que tu dois pousser de l'avant, tu dois recommencer de zéro. Et puis que en fait, c'est même pas forcément à propos de toi et de ton ego, mais à propos de ce que tu vas sortir de tes tripes, tu vois. Et ton projet, une fois que tu l'as sorti, genre il te dépasse, tu vois. Au bout d'un moment, les gens ils le prennent dans la main, ils vont le regarder. Mon projet, ça va leur appartenir à eux, tu vois. Moi, j'ai plus rien à voir là-dedans. Je suis juste le mec qui l'a produit, tu vois. Et d'ailleurs, t'as pas de texte, t'as rien dedans. Et j'ai quelques textes. Ce qui laisse, mais ça laisse beaucoup la place aux gens de se créer leur image, leur idée, en fait. Tout à fait, ouais. Et de faire un voyage eux-mêmes. Ça, je trouve beau, en fait, dans un livre, quand t'as pas cet aspect journalistique, quand tu parles pas forcément d'une situation, mais plus de quelque chose de poétique, en fait. Où tu vas venir chercher ce qu'on a au fond de nous en tant qu'humain, et puis de te dire, moi, qu'est-ce que je vis quand je feuillette Quand je feuillette, le livre. Quel sentiment j'ai à la fin? Est-ce que j'ai un sourire? Est-ce que je suis ému? Est-ce que... Ou est-ce que ça te fait rien? Parce qu'il y a des gens, ça leur fera rien, tu vois. Et après, il y a des livres d'art, de photographie d'art qui sont pas facilement accessibles si tu connais pas le contexte. Ouais, complètement. Ce qui n'est pas le cas de ton ouvrage. Mais
Là, quand tu n'arrives pas à connecter, c'est un peu compliqué, je trouve. Oui, bah en fait, la photographie, quand tu es dans le milieu, tu arrives beaucoup plus facilement à connecter, bien sûr, avec des projets comme tu parles. Mais c'est clair que tu es obligé de donner un peu de background parce que sinon les gens ils vont rien capter, tu vois. Moi, j'adore les projets où je capte rien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'adore les artistes qui font des projets où genre je suis envoyé complètement au hasard. Là, dernièrement, il y avait un mec, je me rappelle plus le nom de l'artiste, mais il a fait un projet en fait à Jérusalem, en gros, enfin en Israël. Puis c'est un projet genre t'as aucune description de A à Z et c'est juste des images hyper étranges, genre un mec qui tient genre 2 ailes d'un hibou avec une main de chaque côté et genre c'est un hibou mort. Genre que des trucs un peu genre avec des images qui posent trop des questions. Et en fait, bah tu comprends à la fin, il explique un peu, t'as quand même un texte à la fin qui explique en fait, c'est par rapport à la vision de comment cette espèce de guerre elle avance entre enfin, je vais pas rentrer dans le truc technique ou parce que je m'y connais pas assez, mais j'aime bien ce truc de genre mettre un texte à la fin à la limite pour expliquer. C'est un peu ce que j'ai fait avec mon livre, c'est qu'il y a pas de texte, il y a juste une citation de Hermann Hesse au début, du coup, bah bien sûr, référence à Népal de nouveau parce que Hermann Hesse, en dehors d'être un putain d'écrivain de ouf que je surkiffe maintenant, je l'ai découvert parce que Népal en parlait beaucoup dans ses sons et je me suis dit bah vas-y, je vais aller écouter, enfin je vais aller lire, tu vois. Et en dehors de ça, il y a un texte qui explique brièvement un peu, mais c'est un truc poétique, ça laisse la personne s'imaginer ce qu'elle souhaite au fond, tu vois. C'est trop beau. Du coup, dans ce livre, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des photos, bien sûr, vous allez me dire. Pas des vidéos. Pas des vidéos. Mais c'est quoi un peu? C'est donc tout ton voyage, est-ce que ça va prendre dans l'ordre? Tu vois, voyage, comment tu l'as construit? Ouais, exactement. C'est pas du tout chronologique. Et c'est pas du tout. En fait, c'est le livre suit l'ascension d'un personnage qui est un personnage qu'on pourrait dire bédouin, donc habitant du désert, qui suit son ascension le long d'une dune. Et en fait, cette ascension qui est faite d'images qui sont ultra rêvées, vraiment genre de l'ordre de ce que tu peux voir un peu. C'est pas Insta, mais c'est plutôt genre un peu un mirage, un peu rêve comme ça. Tout ça, c'est entrecoupé en fait d'images beaucoup plus brutes en fait du Maroc plus authentique, qui suit une autre trajectoire qui est un peu. C'est comme 2 lignes qui se suivent. Et à la fin, en fait, elles s'entrechoquent un peu. J'adore. Voilà, c'est un peu pour le dire très très rapidement, c'est comme ça qu'a été construit un peu la. Ça a été quoi un peu parce que du coup ça fait 2 ans que tu fais ce projet. Ça fait 2 ans que j'ai shooté, ça fait 1 année et demie. 2 ans que en gros j'ai passé 6 mois à les sélectionner, à les retoucher. Voilà. Et après j'ai passé une année et demie à faire 20 propositions de livres avant de réussir à trouver quelque chose qui me plaît. C'était quoi les difficultés dans ce processus de ce projet là? Le truc, c'est que vu que c'était mon premier projet, il fallait tout apprendre de zéro un peu, tu vois, comment tu produis. Et en fait, il faut aussi apprendre ce que tu veux faire toi et ce que tu aimes et ce que tu es prêt à sortir. Le truc, pour moi, qui est super dur dans les projets, c'est toujours où est-ce que tu t'arrêtes, tu vois. Parce que tu peux recommencer des centaines de fois. Surtout, tu vois, le shoot, au bout d'un moment, il était terminé, j'avais mes images. Mais genre, juste avant d'imprimer le livre, j'ai été retiré des images de ce que j'avais dégagé, tu vois. Et j'en ai dégagé d'autres que j'aimais parce que je me suis dit ça rentre pas, tu vois. Donc c'est un constant travail c'est un truc, c'est un peu vertigineux. Tu passes ton temps à aller fouiller, chercher, retrouver, nanana. Et donc ça c'est un truc, les allers-retours beaucoup. Je produis un truc, voilà, j'ai tout qui est prêt, je commence à faire la mise en page et t'es à la 40e page et t'es là genre oh non je déteste. Et du coup genre tu dégages tout et tu recommences. Ou des trucs dès que tu mets du temps un peu, que tu fais une pause entre eux, tu mets une semaine et tu reviens et t'es là genre oh non c'est pas du tout ce que je veux faire. T'as découvert un autre artiste entre temps, t'es trop imprégné par ce truc. Il y a un peu un va-et-vient. Et moi un truc que j'avais fait en fait et du coup c'était hyper drôle parce que j'avais tout imprimé, toutes mes images sélectionnées et j'avais genre dégagé un mur complètement d'appart et j'avais collé toutes les images. Du coup je les déplaçais, j'essayais des trucs. C'est pas mal. Mais bon déjà moi je pensais que ça allait durer 2 mois, mais en fait pendant genre 1 année un mur de mon appart était rempli d'images, tu vois, donc c'était un peu bizarre pour les gens qui venaient et mais c'était rigolo de leur expliquer, mais bon voilà. Et ouais, je dirais après une fois que tu te décides, et ça c'est vraiment le plus dur, c'est de te dire où est-ce que je m'arrête, tu vois. Moi au bout d'un moment en fait je me suis arrêté parce que en fait Vevey avait mis j'étais bien avancé avec le livre, c'était il y a 4 mois, donc ça s'est vraiment précisé très rapidement. Et en fait Vevey avait mis en concours une salle pour une expo, puis moi je m'étais dit si je sors ce livre je veux faire une expo, tu vois. Et puis du coup ils ont mis en concours, j'ai fait un dossier, j'ai envoyé, c'est passé, puis j'ai fait genre ok maintenant j'ai 3 mois pour terminer, tu vois, j'ai pas le choix. Mais en fait ça c'est un super bon moyen de ne pas perdre trop d'énergie non plus, de dire ok, nous on avait fait ça avec Thierry Rabou quand on a sorti le livre dehors, où Thierry Rabou c'est un ami qui est poète, on avait fait poésie et photo. Trop bien. Et en fait quand on a contacté les éditeurs pour le bouquin, on a dit le livre est prêt. En fait c'était pas vrai.
Le livre n'était pas du tout Du coup, prêt. ça vous a foutu un... Bah ouais, en fait, t'es là, on le print dans 1 mois et demi. Ok, ça marche. Puis après, je suis allé faire des photos. Purée, c'est mythique ça. Ouais. Mais en vrai, travailler sous pression, enfin sous oui. deadline, c'est hyper, c'est pas forcément négatif en fait. Non. Et puis sinon, on aurait mis tellement de temps à s'y mettre. Enfin voilà. Et en fait, le projet, on l'avait, on savait ce qu'on allait faire. Mais lui, ça a été pareil pour ses poèmes. En fait, il les a produits sous contrainte, sous tant de temps. Ouais. Et en fait, je trouve que t'as un moyen comme ça où, en fait, ça concrétise ton truc. T'as une date butoir et t'y vas. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a des artistes qui fonctionnent complètement différemment. Mais ça, c'est une des méthodes qui est vraiment cool. Bah, après, tu as plein de manières de faire. Tu vois, moi, j'ai un projet que je mène un peu sur le long terme qui s'appelle Coruñeses. En fait, c'est sur ma ville enfin, c'est du coup, Vevey est ma ville de naissance, mais c'est ma ville de racine qui est en Espagne, en Galice, qui s'appelle La Corogne. Et en fait, depuis 2020, en fait, j'ai photographie du coup les gens. Je fais beaucoup, c'est plutôt de la photo de rue, mais ça se développe peu à peu. Il y a du portrait, peu à peu, il y a d'autres éléments, etc. C'est un peu, au début, je disais que c'est un mélange entre de la photo de rue, de la street, et puis du documentaire, parce qu'il y a aussi tout un biais où j'essaye d'analyser un peu comment ça marche, ou la culture, et en fait il y a un peu un jeu où je compare aussi en fait culturellement mes racines à le pays dont je vis, parce qu'en fait la Suisse et l'Espagne, spoiler alert, c'est hyper différent, tu vois. C'est vraiment complètement une autre mentalité, une autre manière de vivre, tout fonctionne différemment. Et du coup, il y avait un peu ce côté, genre moi, tu vois, quand je suis en Suisse, on me dit genre, t'es espagnol, tu vois, tous mes potes n'arrêtent pas de me changer. Et quand je suis en Espagne, mes cousins et tout, ils me font genre, non, mais toi, t'es suisse, toi. Puis je suis là, genre, putain, mais je suis qui en fait? Tu vois. Et du coup, il y avait un peu un jeu où je voulais un peu. Et ça, c'est un projet de très long cours, c'est-à-dire que je sais que ce projet, il va durer 5, 10. Je sais pas combien d'années il va durer, tu vois. Il dure déjà, ça fait déjà 3 ans qu'il dure, donc on verra. Je suis pas du tout au bout, et c'est un projet où je me dis genre j'ai juste envie de laisser aller, tu vois. J'ai pas de deadline. Ça c'est trop beau. Mais au bout d'un moment tu dois le terminer. Par contre, au bout d'un moment tu dois te dire genre ok maintenant faut que ça sorte. Tu vois. Si c'est ton idée de le publier. Si c'est ton idée de le publier, peut-être que bon moi j'ai toujours un peu ce fond d'idée au fond de moi quand même. Moi l'aspect le livre, la publication, c'est un truc pour moi, c'est le truc, c'est comme un film quoi. C'est comme quand tu produis ton film, tu fais tes séances et puis après ça sort. Si tu peux le faire et tout, c'est incroyable. Ça aboutit quoi, la boucle est bouclée quoi. Je dirais même que pour moi, la publication c'est plus un aboutissement que l'expo. Pour moi. Mais c'est personnel. C'est personnel. Ouais. Est-ce que le Johan d'avant Adios Sahara et le Johan maintenant, il est différent? Ouais. Oh là là, oui. Okay. Oui. Mais déjà parce que j'ai énormément changé en fait ça a été des années méga charnières entre 2020 et 2023. Déjà ça a été des années méga charnières sur mon développement pour plusieurs raisons, mais pour des raisons déjà personnelles, parce que jusqu'à 2020 j'étais déjà en relation avec quelqu'un avec qui j'ai eu une relation pendant 8 ans qui était très longue. Et en 2020, on s'est séparés, et du coup, ça a été une redécouverte complète de mon identité, et un peu, des fois dur, des fois difficile, des fois. Et du coup, toutes ces années, en fait, 2020, 2021, 2022, je dirais que maintenant ça commence à se restabiliser, mais ça a été des années d'expérimentation constante dans plein de plans de mon existence et de ma personne. Et du coup, celui que j'étais, je dirais, quand est-ce que commence Adios Sahara? Je sais pas, parce que le titre, je l'ai depuis une année à peu près. Mais quand est-ce que commence, disons, avant le shooting, avant de partir là-bas, j'étais complètement une autre personne. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé de ma vision. Et typiquement, par exemple, avant Adios Sahara, moi, je me disais, non, mais écoute, je dois faire de la vidéo, c'est là qu'il y a la thune, je peux pas faire autrement, tu vois, c'est là que je peux vivre. Aujourd'hui, je me dis, genre, non, moi, je vais faire ce que j'ai envie, tu vois. Je vais faire, ça va être la galère. Ça va être la galère de ouf, mais je vais aller au bout de mon rêve. J'ai vraiment envie de faire ça. De donner les moyens. Donner les moyens. Il y a un gars assez sage qui m'a dit un jour, là où j'avais mon premier atelier loin d'ici, je vivais aussi une période de rupture amoureuse, grosse désillusion, t'es tout seul comme un con, enfin bref. Et puis en fait, ce gars, il m'a dit, mais en fait, William, là maintenant, t'es pas au port, hein. En fait, t'es un bateau, t'es en train de naviguer, ça bouge dans tous les sens. En fait, ça va te permettre d'aller sur un autre port, d'aller découvrir des choses. Profite de ce moment-là où t'es pas fixé, pour aller découvrir ce qui se passe ailleurs, pour te découvrir toi-même, pour évoluer un peu. Et ça m'a hyper touché parce qu'en fait j'avais peur parce que ça bougeait. Et en fait c'est une des périodes dans ma vie où j'ai fait la plus grande avancée. Puis après j'ai rencontré ma femme, enfin voilà, maintenant je suis de nouveau un peu d'une certaine manière au port, et c'est hyper confortable parce qu'au port tu manges, t'as pas de tempête, tu vois, t'es au port. Mais c'est hyper intéressant parce que moi j'écris beaucoup dans le sens pour moi, quoi. J'écris beaucoup dans des bouquins, quoi, tu vois ce que des cahiers, quoi. Et surtout à cette période où j'ai du coup eu cette séparation, j'écrivais énormément, et en fait une des premières choses que j'ai écrit après cette séparation, j'ai écrit ça.
J'ai écrit un truc proche de ça. Ouais. Genre, okay, pour bien. moi, je me ressentais comme. Il y avait deux comparaisons. Une, c'était genre une, c'était le truc de genre, je ressentais comme si j'étais un bateau qui quittait le port et que genre j'allais devoir genre galérer, tu vois, sur une mer agitée pendant un temps avant de retrouver la maison. Et l'autre comparaison très forte, c'était le saut dans le vide de Alice au pays des merveilles, dans le terrier, tu vois. Donc il y avait un peu ces deux côtés avec la chute et tout, où le port, je trouve que c'est deux définitions qui sont qui sont très intéressantes visuellement. Je sais pas si vous me rejoignez un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que quand on vit des moments difficiles dans nos vies, peu importe ce que ça peut être, mais c'est quand même souvent dans les relations. Tu perds ta copine, tu te sépares de ta femme, tu perds ton mari, enfin peu importe, voilà. J'ai l'impression que ça a des moments comme ça, pour des gens comme nous, où tu as le plus d'inspiration. Où il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, c'est un peu le Sahara, du coup, l'inspiration. Où, tu sais, c'est un peu désertique. Et puis, tu sais, c'est un peu comme des montagnes russes. Tout d'un coup, tu es vraiment inspiré. Et puis, des fois, tu es un peu moins inspiré. Et puis, tu as des périodes. Je pense que tu comprends aussi ça. Mais j'ai l'impression, dans ces périodes, c'est comme si il y a quelque chose qui se passait que, en fait, tout d'un coup, t'as plein d'idées, t'as envie de t'exprimer sur plein de choses. De ouf. Et en fait, finalement, un désespoir devient quelque chose qui était comme un tremplin. Mais je pense que t'es à vif, hein. T'es à vif, et puis en fait, t'es beaucoup plus proche de tes émotions, de tes instincts de base. Mais après, il y a des artistes qui jouent aussi avec ça. Ce qui est un peu dangereux dans le sens où ils se mettent constamment mal dans leur vie. Parce qu'en fait, ça nourrit aussi leur art, tu vois. Ouais, complètement. On voit beaucoup ça dans la musique, par exemple, ou dans d'autres milieux. Il y a peut-être des milieux qui sont un peu moins touchés par ça. Par exemple, j'ai pas l'impression que la photographie soit un milieu. J'ai pas l'impression non plus. Spécialement. Mais après, moi perso, il y a déjà un truc que je pense, c'est que tu produis en tant que créatif, tu vois. Il faut se faire chier pour créer. Tu vois ce que je veux dire un peu genre, par exemple, l'écriture. T'écris quand? Si t'es en vacances, t'écris quand t'es en train de t'éclater en vacances. Non, t'écris quand tu te fais chier. Tu vois. L'écriture, c'est pour moi l'activité de tu te fais chier. Tu vois. D'ailleurs, quand j'étais au Maroc, j'essayais d'écrire ce qui m'arrivait pour maintenir, parce que je disais peut-être je vais faire un projet ou quoi. J'ai rien écrit du tout. Parce que c'est impossible. Parce que tu te fais pas chier, tu vis plein de trucs, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est un peu la même comparaison. C'est que quand t'es en couple, tu vis plein de trucs, tu fais plein de choses et tout. T'as pas le temps de te faire chier, t'as pas le temps de découvrir plein d'autres personnes, de faire plein de trucs, ou même de produire, ou t'es pas à la maison tout seul en train de te dire putain, je sais pas quoi faire, en plus je bois du noir, donc peut-être je vais écrire. Tu vois, il y a un peu ce truc là. Mais après, je pense qu'il faut faire méga attention, tu vois, parce que ça peut être hyper malsain comme manière de voir la chose. Le truc de l'artiste torturé, c'est chaud. C'est pas forcément quelque chose de voilà. Mais oui, bien sûr, c'est des moments comme t'es à vif, quoi. C'est sûr. Du coup, tu voulais dire quelque chose, tu voulais dire un truc, on fait feuille, caille ou ciseaux. Alors attends, feuille, caille ou ciseaux. 1, 2, 3. Ok. Alors j'ai gagné parce que j'avais des ciseaux, il avait un papier pour ceux qui écoutent. Exposition, tu l'as rapidement évoqué, mais c'était pas. Enfin, tu as parlé de cette salle d'exposition. Alors, les gens, quand ils vont écouter le podcast, ce sera pas synchro. Enfin voilà, il va sortir quelques jours après le tournage. Tout à fait. Toi, tu as ton vernissage de bouquin, ton ouverture d'exposition. Comment est-ce que tu l'appelles ? Le démarrage de l'expo ? Moi, j'appelle tout Adieu Sahara, tout le projet, c'est ça. Sur mon truc où j'ai marqué le texte de l'expo, c'est Adieu Sahara, livre et exposition. Les deux sont alors livre et exposition. Mais c'est un peu une exposition qui a pour but de launcher un peu, de lancer un peu le livre, de le présenter et tout. Oui, c'est plus ça à la base. C'est quoi les dates ? Alors les dates, c'est du coup ça sortira le vernissage c'est demain, donc nous sommes le 29 juin, donc ce sera le 30 juin. Le 30 juin, vendredi 30 juin, ça démarre. Vendredi 30 juin, exactement, le jour aussi où le jazz démarre, même chose. Et puis il y aura full, j'espère. Et puis après c'est du 1er jusqu'au 14 juillet, ouvert du lundi au samedi. Juste le dimanche c'est fermé. Et c'est où ? C'est à la Migros des Deux Gares à Vevey, donc dont la Migros des Deux Gares au sous-sol, il y a un espace d'exposition de 50 mètres carrés et je serai présent tout le long. Trop bien. Ok, donc voilà, si des gens viennent voir, j'ai mon petit bureau, je vais bosser là-bas sur le truc et je serai hyper open, j'aurai des bières au frais si vous voulez. Bien. Quand il va sortir le podcast, ce sera du coup mercredi prochain, donc il restera encore un peu de temps. Donc si vous écoutez ça, vous regardez ça. Ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours que ça a commencé. Venez voir. Mais venez voir. Par pitié, allez voir. Voilà. C'est la galère, venez voir. Tu parles dans le futur. Enfin, tu parles à ton toi du futur. Bref. Ouais. Non,
Non, je parle aux autres du futur. Aux autres du futur. Ouais. C'est dingue ça. Ouais, On est c'est dans dingue. le passé. Donc n'hésitez pas à aller voir cette exposition. Ouais. Il y a aussi, j'ai vu sur tes réseaux qu'on peut précommander ton livre, Tout à fait. ce que j'ai fait. Oui, Et effectivement. ouais, Merci. mec. Je te remercie Et énormément. pour ta voilà, précommande. mon gars, tu vois. T'as pas le droit de regarder. Enfin, tu peux regarder qu'avec les yeux, mais pas avec les mains. Et du coup, les gens peuvent précommander ton livre. Oui, alors à l'exposition, donc le livre va être tiré à 100 exemplaires, c'est le premier tirage. Tous les gens qui précommandent auront leur nom dedans dans les remerciements, donc ça c'est cool. Trop Et bien. ça viendra avec un petit print à 5, printé par moi et signé. Le livre Trop signé bien. aussi. Trop bien. Et puis ça, du coup, pour une livraison en septembre, c'est pour des raisons techniques que j'ai pas pu faire. J'ai dû faire précommande parce qu'en fait, vu que j'ai eu le OK il y a 3 mois pour l'expo et que ouais. du coup j'ai fini le livre il y a 2 mois et que la reliure ils m'ont fait non. C'est trop Ah court. ouais. Non, on peut t'en faire 5 pour l'expo. Puis j'étais là genre OK. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ça, c'est la ouais. version finale, du coup. Ça c'est la qu'on version a. en finale. Donc, Bah il manque du coup l'objet. les remerciements Oui, à oui. l'arrière et tout, mais c'est l'objet final. Ouais. L'objet est superbe à ouais, part l'objet ça. est super. Merci Pour beaucoup. ceux qui nous écoutent et qui ne regardaient pas, bah, on a une jolie reliure filaire. À la Bodonienne, Ah, voilà. qui permet en fait une ouverture très à plat du livre. Ouais, c'est Donc trop ça c'est beau. super. C'est Mais il est magnifique, je l'imaginais pas comme ça, tu vois. Je me suis dit, ah bah ça va être un livre un peu plus traditionnel, ben c'est trop bien. ouais, c'est un format assez petit et Ouais. tout. Je Ouais. voulais quelque chose qui puisse se tenir à la main. Mais qui puisse l'objet se est prendre. beau en fait, ça c'est cool. Oui, c'est ça. Et puis la couleur de couverture. Ouais. La photo de couverture, elle est trop bien. Genre, peut-être tu peux même le poser sur un meuble chez toi, ça C'est se vrai. fait limite un tableau. Ouais, Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. ce que Très tu beau. veux dire. J'avais envie de ça en fait. C'était un peu voulu. Ah, donc ok. voilà, avec le lettrage en Ouais. doré comme ça, Ouais. Ouais. c'était un peu le but. Trop bien. Et du coup, à l'expo, donc ça sera possible de précommander Oui. le livre. Je peux Mhm. donner des infos ou pas Ouais, par bien rapport à sûr, ça vas-y. Du coup, la précommande sera à 65 francs, Mhm. livraison comprise, que je ferai moi-même en tant que chevalier servant parce que j'ai envie de le faire moi-même. Ça serait cool, comme ça, on pourra discuter. Et tout. C'est bien ça. En septembre du coup, et sinon ça sera aussi, il y aura aussi des cartes postales, voilà, de plein de choix de cartes postales différentes pour les gens qui ont Cool. moins de budget, des affiches. Bon, ça c'est un peu si des gens sont Oui. parce qu'il y a du coup il y a le visuel complet dans l'affiche, donc je me disais ça c'est cool. Et sinon les prints bien sûr, les prints officiels de l'expo seront à vendre. Trop voilà. bien. Trop bien. On se réjouit de découvrir Ouais. les images en grand en tout cas. Ouais. Alors on les a un petit peu pré-découvertes nous chez Muto, mais Ouais, parce que je vous en ai envoyé. ouais. c'est ça. Mais alors si jamais les tirages les plus grands c'est du 1m40 sur 1m. Ah ouais. Donc Ok. ça c'est cool. Ça c'est Ouais, cool. ça c'est Ouais. bien. C'est ce que bien. tu as fait avec Aitana, ça. Exactement, ici. ouais. Donc, Ouais. qui est notre stagiaire qui finit ce vendredi. Quelle tristesse. Merci beaucoup à Aitana, elle a fait un taf de ouf. Ouais. Parce que printer 32 images comme ça avec moi qui suis vraiment casse-couille derrière. Ouais. Mais elle a aimé, je crois. En plus, vous êtes ouais les deux originaires du même endroit. Donc, Oui, c'est vrai, on est les deux. Mais je vous ai pas entendu parler une fois espagnol Ouais, et puis alors ça, je suis là- un peu déçu. Mais elle m'a parlé un petit peu quand on mangeait et Ah tout. ouais Mais en fait, Ah. elle parle surtout gallego. C'est Ah. qui est le Gallego. Ouais. Mais toi, tu parles Gallego. pas ça. Non, moi je parle espagnol. Espagnol, je espagnol, comprends ok. le gallego, mais je le parle pas. Ouais, Hmm. ouais. Ok, Du coup, c'est très un peu, intéressant. Voilà. Ce sera pour un prochain sujet. Le gallego. Espagnol, gallego. Merci beaucoup, Johan. C'était c'était hyper inspirant. Vraiment, j'ai trop kiffé. Merci d'être venu, de nous avoir accordé un peu Merci de ton beaucoup, temps. ouais. Purée, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller suivre du coup Johan sur les réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment trop beau son travail. Et puis il y a surtout, ton site internet aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Puis surtout, n'hésitez pas à passer, puis on peut discuter comme ça, Oui, c'est cool. trop C'est bien. le plus chouette de vous rencontrer, puis un Trop peu de bien. voir les gens qui sont intéressés. Exactement. Donc, Voilà, aller boire une bière avec Johan. Exact. C'est ça. Voilà. Et merci, vraiment merci à vous deux pour l'invitation, c'est hyper cool. Bah ouais, non, c'était Trop plaisir. vraiment un grand plaisir. Grand Trop honneur. bien. Trop Merci bien. William, Merci, comme François, d'habitude, comme mec, d'hab. t'as assuré, comme d'habitude, ça fait Ouais, plaisir, ça roule, toujours quoi. en détente, en léger, ouais. À la Suisse, tu sais, tranquillou. tu sais. Les intros, on les fait vraiment en mode à la Suisse, tu sais. À la cool, genre, Suisse, hello, ça carrément, va, ouais, ça tranquille, va, ouais. comme le temps. Ok, merci beaucoup à tous de nous avoir regardés, écoutés, peu Merci. importe où vous êtes, c'est toujours un plaisir de... Je sais pas. De vous avoir dans notre appareil photo. Vous êtes dans l'appareil photo, là, on le sait. C'est n'importe quoi, c'est de plus en plus Ça vient n'importe quoi. Non, mais Mais merci en vous tout- savez comment clôturer les vidéos ou vous faites Non, on n'importe quoi sait pas, comme on ça invente. Ok, à ok. chaque Ah, fois. on invite. À ce qui paraît, c'est hyper dur. hein. Ouais, non, mais normalement, j'ai toujours, mais voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, peu importe où vous êtes. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. Find out so sweet.